Salut Christophe, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Merci de l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent. Tu étais un des invités que j'avais, on va dire, privilégié et enregistré enfin, dans ma petite shortlist quand j'avais lancé le programme chapitre sportif. Je voulais vraiment dédier un numéro à votre aventure littéraire, à toi et tes comparses. Donc un grand merci pour me permettre de mettre en valeur le travail de très bonne qualité que vous nous avez livré. Bah, c'est gentil. Je t'avoue que je fais beaucoup moins de podcasts qu'à l'époque. Ça me permet de faire ma première interview depuis très longtemps, donc ça me fait très plaisir. Et puis bon, en plus, c'est pour parler de mon travail, donc sur le plan de la maîtrise du sujet, ça devrait aller. Et puis sur le plan de l'ego, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de ce qu'on a pu faire. Ok, bah du coup on t'a un peu introduit le sujet sur ton activité aujourd'hui journalistique. Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui dans on va dire le journal sportif de référence en France? Alors, je vais la faire, alors chaque fois je dis que je la fais courte et je la fais jamais vraiment courte, mais je suis obligé si tu veux de prendre des raccourcis parce que, bon j'ai commencé assez jeune et j'ai fait pas mal de choses, sans faire que des choses extraordinaires, mais je veux dire j'ai toqué à beaucoup de portes et je me suis pas mal diversifié, donc du coup si je fais vraiment le détail de même des piges que j'ai faites pendant 3 4 semaines, ça prendrait un petit moment, mais si on fait vraiment les grandes lignes, j'ai un petit peu plus que l'âge du Christ aujourd'hui. J'étais très content pendant un an de dire que j'avais l'âge du Christ pour dire que j'avais 33 ans. Là, j'en ai un tout petit peu plus maintenant. Donc, j'ai commencé à écrire de manière professionnelle à 17 ans, de manière quasiment tout court, hein, d'ailleurs, parce que je j'écrivais pas spécialement dans des journaux intimes ou sur des blogs ou autres avant d'entrer. Donc, à l'époque, c'était à La Voix du Nord en tant que pigiste, en tant que correspondant en parallèle de mes études supérieures, donc un petit peu avant ma majorité. Je suis resté en tant que pigiste texte et édition, donc de la relecture pour La Voix du Nord, La Voix des Sports. Je fais quasiment que du sport, hein. J'ai fait quelques mois où j'étais un petit peu en local. Ça m'a permis de dire que j'ai 99% de sport dans mon parcours, mais que j'ai quand même fait 1% de cérémonies, de conseils municipaux, d'ouverture d'école, enfin bref. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, je sais pas, autour de mes 25-26 ans, je dirais peut-être un petit peu plus, du côté de Roubaix, Tourcoing, etc. Mais sinon, voilà, j'étais surtout sur du sport, écriture, relecture, à La Voix du Nord pendant 15 ans à peu près. Et en parallèle de ça, puisque bon, c'était une activité où j'écrivais de temps en temps, mais ça me suffisait pas en tant que salaire, on va dire, j'ai essayé de piger pour le plus de titres possible. Et au fil de mes aventures, j'ai pigé pour l'agence France Presse pendant, je le fais un peu à la louche, hein, mais pendant 3 4 ans, pendant Eurosport sur de l'analyse tactique pendant 2 3 ans. J'ai bossé un peu pour Le Monde aussi, pour 20 minutes. À La Voix du Nord, on avait aussi une petite émission de télé sur la chaîne locale, la chaîne OEO, donc du coup, j'avais des chroniques dans une ou deux émissions. Je fais partie de l'équipe qui a lancé le podcast Vue du banc et qui ensuite a développé Coparena, même si voilà, j'étais plus en piste, j'étais pas vraiment parmi les investisseurs, les créateurs salariés, tout ça, mais voilà, j'étais de l'aventure Coparena, où il doit y avoir un ou deux trucs que j'oublie, je donne un peu de cours de journalisme, etc. J'ai fait, que je te dise pas de bêtises, 4 coécritures de bouquins. J'ai participé à un cinquième, j'en ai traduit un avec mon comparse Florent Tonuti, de l'anglais au français. Bon bref, voilà, pas mal de diversité sur les activités de pige. Il doit y avoir aussi une ou deux collaborations à droite à gauche, un peu pour les ligues régionales de tennis, etc. Mais on va pas rentrer non plus dans le détail de tout. C'est un peu la vie de pigiste, hein, finalement, de faire des articles à droite à gauche. Depuis 2 ans maintenant, je suis rédacteur en chef info à l'équipe. Tu disais effectivement le journal L'équipe. Alors moi, c'est vraiment la partie site internet. Globalement, je fais partie des 6 rédacteurs en chef de l'équipe.fr. Voilà, c'est mon travail aujourd'hui à temps plein. Et c'est vraiment voilà, un CDI sur lequel il n'y a plus les 15 activités annexes que je faisais auparavant. Là, j'ai une vie assez classique de travailleur.
Très bien. Beau parcours, diversifié, avec différents supports, différents formats, assez intéressant et au niveau de la lecture, pour, s'attarder sur ce petit point-là, quel est, toi, ton rapport à la lecture, depuis, la jeunesse à aujourd'hui? Et est-ce que, ton activité professionnelle te permet de te plonger dans des bouquins, hors rédacteur en chef et tes missions, au sein de l'équipe? Alors c'est assez particulier dans le sens où je pense que, par rapport à tes autres invités, je pense que je vais faire partie de la moyenne basse, voire très basse, de lecture de livres. Ça veut pas dire que je n'en lis pas, mais il y a un truc qui est, simplement la gestion du temps. Ça peut paraître, voilà, tout bête, alors même si en ce moment je fais ça un tout petit peu moins, mais sinon, ça fait 15 ans que je lis l'intégralité des brèves de l'équipe et l'intégralité des articles du journal L'équipe, tous les jours. Ce qui me prend entre 1 heure et demie et vraiment quand il y a pas grand-chose et 3 heures. Donc c'est-à-dire que, alors ça reste de la lecture, hein, mais on n'est plus sur de la lecture, d'articles ou de brèves, et forcément si, là aujourd'hui je suis en horaire posté, mais bon, j'ai quand même mon temps de trajet et cetera. Pendant plus d'un an, j'habitais à 1 heure et demie de route de mon lieu de travail, ce qui fait que entre le moment où je partais et le moment où je rentrais, il se passait 12 heures, tu ajoutes les 8 heures de sommeil globalement. Mes 4 heures de temps libre, elles étaient, consacrées à lire des articles. Donc c'est-à-dire que j'avais quand même assez peu, de temps, pour lire des bouquins. De manière générale, si vraiment on retrace le fil, quand j'étais, ado, jeune et cetera, enfin voilà, même enfant, je lisais mais sans être un acharné. C'est-à-dire qu'en cours de français, on nous donnait des bouquins à lire. Ça me faisait plaisir de le lire, mais si tu veux, je m'en infusais pas supplémentaire. J'ai pas grandi dans un environnement, tu vois, avec des parents, profs de lettres ou autres. Donc du coup, c'était vraiment bon, je lisais des BD quoi, mais il y avait sinon pas, vraiment sur les vrais bouquins, voilà, littérature, pas beaucoup plus que ce qui était, imposé en cours. Et c'est vraiment quand je suis arrivé, dans le monde professionnel, donc voilà, à 17-18 ans, où, en fait, j'ai eu vraiment un déclic. Je suis passé, d'élève, très moyen, qui était pas très cultivé, qui aimait pas trop lire et cetera, à une personne qui s'est dit: «Bon, faut quand même hausser le curseur». Et effectivement, dans mes lectures, sont arrivées la lecture de beaucoup de livres de sport, notamment, surtout des livres de sport. Je t'avoue que je suis quelqu'un de très, très concret et que, je suis pas hyper rêveur, et donc du coup, tout ce qui est, on va dire fantasy, enfin voilà, imaginaire, même, tu vois, sur les séries en fait, c'est les séries que je regarde, les rares séries, je regarde à peu près aucun film, je dois regarder un film par an. Et les séries que je regarde, c'est genre, The Wire, Bureau des légendes, où je peux, enfin que là, j'y pense que je les ai revues il y a pas longtemps, où, il y a vraiment un rapport au concret. Donc c'est-à-dire vraiment tout ce que je lis, c'est pas forcément, du, Balzac ou j'en sais rien. Ça va être vraiment des bouquins, Mmh. très concrets pour m'expliquer, comment ça se passe, la politique dans tel pays, comment, ça se passe, sur tel sport. Vraiment. Et quand je regarde la télé, c'est des docus Arte ou du foot, quoi. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et sinon on va dire pour le volume, quand je préparais l'écriture de bouquins, bah, forcément j'en lisais, je sais pas, 5 ou 6, par mois, parfois un ou 2 par jour, parce qu'il fallait, se faire la bibliographie et qu'il fallait, gérer beaucoup d'informations, mais il y avait un côté presque, enfin voilà, c'était presque à la chaîne et c'était entre guillemets «pas plaisir». C'est vraiment le but, c'était faire un peu du binge reading pour ingérer le maximum d'informations. Et quand je sors de ça, bah, finalement, ouais, j'ai pas trop ce côté lecture plaisir où j'ai un bouquin, sur, ma table de chevet, que je lis tous les soirs. C'est un peu un regret, mais malheureusement, il y a ce côté finalement très rationnel de je passe ma journée à lire des articles et parfois j'ai un peu de mal à, lire à nouveau chez moi parce que, entre guillemets, «ça me rappelle le boulot», quoi. Ouais, il faut s'aérer et puis il faut un peu, s'oxygéner, pour, être encore plus efficace le lendemain quand tu vas peut-être reprendre tes lectures. Ça s'entend tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme un musicien qui voudrait, presque plus écouter de musique quand il est chez lui parce qu'il passe déjà sa journée à en faire, quoi. Parce que moi, je passe ma journée à faire, de la commande, de la relecture, de l'écriture d'articles. Donc bon, je encore une fois, j'essaye de lire quand même. Je suis pas voilà, je lis quand même Mmh. des bouquins, mais c'est vrai que je lis presque plus de, longs formats, tu vois? Des articles qui prennent 20, 30, 35 minutes, des trucs, très, Mmh. qui sont limite des mini nouvelles, quoi, sur internet, que vraiment ce truc, du bouquin papier où, là-dessus je suis un peu moderne, quoi. J'ai un côté un peu boomer parfois dans mon état d'esprit.
mais j'ai moins ce rapport vraiment au papier que d'autres et je peux très bien lire des livres, voilà, tu vois, en numérique, sur tablette ou autre, sans avoir ce côté un peu triste de me dire: «Oh là là, je trahis le format original du bouquin». Et tu nous disais il y a quelques instants que tu lisais, ben, du coup pas mal de bouquins de sport. Est-ce que tu as des disciplines, privilégiées, heu, ou c'est assez focus, foot? Alors, comme je disais, il y a un côté parfois très utilitaire où au final, j'ai quand même lu majoritairement du foot, juste parce que voilà, il y a ce côté, pas se disperser et essayer, bah, finalement de que les loisirs aient quand même un rapport avec, mon travail et que ça soit une aide, même si maintenant j'ai moins ce côté où, je dois «progresser» entre guillemets. Enfin, tu vois, avant tu es pigiste, tu dois décrocher des collaborations et cetera, donc tu veux vraiment être le plus calé possible. Maintenant, bon voilà, mon avenir est entre guillemets «sécurisé», mais j'ai quand même toujours cette volonté de rester à la page et cetera et le foot, reste le sport, sur lequel, j'ai écrit, 85 de mes articles et qui est le sport roi et cetera, donc être, bien calé sur le foot fait que, au-delà de mon intérêt, rationnellement, je lis beaucoup sur le foot. Maintenant, j'essaye de lire aussi sur d'autres sports. Alors il faut qu'il y ait de la littérature correspondante. C'est-à-dire j'aime bien regarder du saut à ski, par exemple, il y a pas vraiment de littérature en français sur le saut à ski, mais on va dire que, sur la lecture, je trouve que les bouquins de cyclisme, j'adore le cyclisme et généralement il y a un style, il y a des envolées littéraires, qui font que voilà, l'aspect romanesque est quand même assez sympa à lire et j'aime bien lire sur le basket. Alors c'est plutôt en anglais, mais parce que c'est un sport en fait que j'aimais beaucoup aussi, mais avec, la on va dire une vie un peu plus normale, un peu moins dissolue que quand j'étais pigiste où je me couchais à pas d'heure et où je regardais la NBA tous les soirs. Bah, là maintenant je peux plus vraiment regarder les matchs de basket, donc je compense en lisant sur le basket et en écoutant des podcasts sur le basket. C'est-à-dire je suis vraiment sur une consommation encore pire que les gens qui regardent le foot que par les highlights. C'est-à-dire que moi je regarde même pas les highlights, en fait je suis très informé sur le basket, mais sans regarder plus de 5 minutes par semaine, quoi. Bah, très bien, et juste fais une petite digression au niveau podcast, tu as des petites recos, pour nos amis, basketteurs, qui vont nous écouter? Alors j'aime bien le Basket Lab de alors c'est D'accord, parfois ouais. presque trop compliqué pour moi. C'est-à-dire je pense qu'il y a alors c'est, Guillaume qui l'anime. Très, très long format, Oui, hein. voilà, c'est ça. Guillaume qui l'anime. Mmh, Je vais pas dire que c'est un copain parce qu'en fait, on se connaît pas, mais je sais qu'il écoutait, Vue du banc à l'époque et cetera. On est globalement sur une mouvance similaire. Après forcément, je pense qu'il est au moins aussi pointu en basket que nous, on l'était en foot. Mais forcément, mmh. comme je suis pas aussi calé, bah, des fois, je comprends pas tout. Mais ça, en français, c'est le truc le plus quali, le plus précis. Évidemment, bon, je vais quand même citer Step Back, le podcast qu'on fait sur l'équipe, où en plus, voilà, c'est un ami qui présente un de mes collègues. Et bon, c'est un peu plus grand public, mais ça reste quand même, voilà, une demi-heure bien foutue chaque semaine. C'est deux cibles différentes, on va dire, pour les podcasts. Et sinon, en anglais, le podcast de Zach Lowe vient d'être relancé. Là, c'est pour moi le meilleur analyste, en tout cas un peu grand public, quoi, qui faisait de la télé, etc. Mmh. Il vient de signer un contrat chez The Ringer et là, il a relancé un nouveau podcast il y a ça 2 semaines, à l'instant où on enregistre. Donc voilà, on va dire, c'est le truc de base que j'écoute. Après, j'écoute des fois des formats un peu plus talk, comme ceux de Bill Simmons, et cetera. Mais je sais c'est un peu plus, ce que je me mets en voiture pour m'occuper. C'est un peu plus rigolo, on va dire, mais c'est un petit peu moins précis, quoi. Très bien. Si je dis pas de bêtises, enfin, je dis peut-être une bêtise, il n'y a pas eu un crossover, entre l'équipe, Vue du banc et Lab, à un Si, moment donné? si, oui, oui, il y en a eu un où ça parlait, de la tactique, enfin, en gros des liens entre, tactique foot et tactique basket et voir un Mmh. peu, bon, les différences, mais aussi les points communs sur, le fait de créer de l'espace et cetera. Enfin, voilà, toutes les notions de spacing et finalement, un peu les points communs, qu'on peut avoir à la fois dans l'organisation du jeu, voilà, purement terrain et puis même dans le traitement, médiatique, journalistique et cetera. Comment bien parler de foot, bien parler de basket, vraiment parler du terrain. Alors j'ai plus en tête, le nom de l'épisode, mais bon, si les gens tapent mon nom, Guillaume, Basket Lab, machin, enfin, ça doit se retrouver, même si c'était pas Basket Lab à l'époque, le nom du podcast. Mais oui, tout ça On pour dire qu'il y a eu un épisode et qu'à mon avis, il doit bien faire 2 heures. on va faciliter la tâche, pardon, de tout le monde, et on mettra le lien en descro, quand on publiera cet épisode, pour
pour les curieux et celles qui veulent et ceux qui veulent aller plus loin. Du coup, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet au niveau de ton aventure littéraire. Comme tu les as dit, tu nous as gratifié avec tes collègues de quatre bouquins qui ont marqué la littérature footballistique, c'est mon avis. Donc on a commencé en 2016 avec Comment regarder un match de foot, Ouais, qui a été coécrit avec Raphaël Cosmidis, Gilles Juan et Julien Maumont, et toi-même aussi. Et après, vous avez enchaîné avec Les entraîneurs révolutionnaires du football, ouais, avec à peu près les mêmes auteurs, ouais, sauf que c'est à peu près le même noyau dur, hein, sauf que là, vous êtes juste Julien, Raphaël et c'est toi. ça, ouais. Gilles a On fait est le d'accord? premier et puis ensuite, il nous a il nous a abandonnés. On va dire que, voilà, il est parti vers d'autres aventures. Donc du coup, on en a fait 2 sans lui. Non, un sans lui et ensuite, Philippe Gargoff, l'a remplacé pour les suivants, quoi. C'est ça, tout à fait. Et les deux derniers qui sont l'Odyssée pardon, du 10 avec ben, les quatre comparses que tu viens de citer, et le dernier qui a été livré en 2021 sur comment gagner un match de foot, les coulisses de la performance. Tout ça, bien évidemment, publié aux éditions Solar Édition. Euh, Comment vous vous êtes dit, allez, on y va, on se lance? Alors, c'est pas nous qui nous sommes dit ça, enfin, on a bien dû se le dire à un moment, mais c'est Solar, qui nous a, contactés. Alors je t'avoue que, mes souvenirs de ça sont un petit peu flous, donc j'ai regardé dans mes mails, mais j'ai pas non plus trouvé, tu vois, la prise de contact officielle, donc vraiment j'espère que le récit n'est pas trop apocryphe et vraiment que c'est à peu près fidèle à la réalité. Bon, même s'il y a pas grand monde qui pourrait, qui est au courant, donc au pire si je raconte une version un petit peu légèrement différente de ce qui s'est passé, ça sera pas vérifiable par grand monde, ce sera pas bien grave, mais tout ça pour dire que voilà, c'est Benoît Bontou qui était à l'époque l'éditeur de Solar, lisait notamment les cahiers du foot, et sur les cahiers du foot, on avait un blog qui s'appelait Les Démanagers. Et dessus, on écrivait des choses tactiques, alors parfois très concrètes sur de l'analyse de match, mais généralement un peu plus, aussi un peu de la définition, des trucs un peu abordables, mais il y avait un peu des délires, quoi. C'était le moment où on était. Alors je sais pas si je vais pas parler au nom de la tactique footballistique et du monde footballistique, voilà, je pense pas pouvoir parler au nom de tout l'écosystème, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, sur une frange médiatique un petit peu indépendante, il y avait ce côté on essaye des choses, on écrit. C'était de l'écriture gratos, quoi. C'était un peu c'était un blog et on se faisait plaisir. Et tu vois, Philippe avait écrit un comparatif entre la tactique dans le foot et le jeu de Go. Enfin voilà, il y avait des trucs vraiment un peu conceptuels qui partaient un peu dans tous les sens, mais voilà, on osait un peu des trucs. On n'était pas sur du purement concret. Ouais, ils sont passés en 4-3-3 et du coup, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Bref, et donc Solar avait repéré ce qu'on faisait sur ce blog-là et nous a proposé de faire un bouquin. C'est là où j'espère être à peu près fidèle au truc, mais dans ma tête en tout cas, voilà, ils nous ont démarché. On a longuement hésité, alors pas en moi non plus, mais en tout cas c'était une réflexion vraiment intense, savoir quelle suite donner à ça, parce qu'il y avait un vrai problème de légitimité, c'est-à-dire que bah t'as beau et enfin voilà, ça faisait quand même j'avais quand même écrit, les autres aussi peut-être un petit peu moins, même si Julien avait aussi énormément écrit parce que voilà, lui aussi est journaliste de profession. Voilà, on avait écrit plusieurs milliers d'articles, je pense, chacun dans notre coin sur différentes plateformes, mais l'impression, le bouquin, c'est encore autre chose, et on se disait tous, bon, ouais, on n'est pas forcément légitime, et au final, on a fini par dépasser ce syndrome de l'imposteur pour accepter, se lancer dans l'aventure. Mais c'est vrai que je pense que si personne ne vient toquer à notre porte, je suis pas sûr que même aujourd'hui, 9 ans plus tard, il y a le moindre livre qui a été imprimé. Tu vois, je pense pas moi-même qu'à un moment j'aurais eu ce déclic. À la fois, je suis pour cette question de légitimité, parce que je vois quand même un énorme step entre ce qui peut être imprimé dans un journal ou publié sur un site et vraiment imprimé format livre, format hyper noble, tu vois, à mon sens, et même sur la question de qu'est-ce que j'ai à raconter, quoi, finalement. C'est au-delà de bon, est-ce que je suis légitime pour le faire, c'est écrire sur quoi. Et là, du coup, bah, en fait, il nous a donné un peu l'angle, quoi. Il nous a dit, ouais, ça serait bien de, en gros, faire un peu un état des lieux de la tactique. Et une fois lancé sur ça, le reste,
tu vois, ça a un petit peu démystifié toute l'écriture et tout. Ensuite, c'est fait plus naturellement. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas conscient de ce qu'il lançait. Mais aujourd'hui, je lui dis vraiment merci parce que je vais pas dire qu'il a changé ma vie, mais en tout cas, ça a changé un petit peu tout ce parcours littéraire. Très bien, donc du coup là maintenant vous êtes, toi tu m'avais dit donc une grosse expérience sur des formats, on va dire plus courts. Écrire un bouquin c'est carrément une autre discipline. Quelles sont les difficultés que tu as dû surmonter et quel est pour toi le terrain de jeu sur lequel tu es le plus à l'aise? Alors, forcément, je suis plus à l'aise sur un article, mais parce qu'un article, je pense que c'est plus simple en fait, enfin, sauf à vraiment avoir, à ce que tu discutes avec un romancier, qui du coup, voilà, quelqu'un qui a commencé par ce truc littéraire et qui n'arriverait pas à avoir, tu vois, l'esprit journalistique. Je pense que, tu vois, tu demandes à n'importe quel journaliste, a priori, qui écrit un bouquin, bah, il te dira: «C'est plus facile de faire, 3 000 signes que d'en faire, 300 000». Tu vois? Il y a ne serait-ce que la question, du volume, de comment est-ce que qu'est-ce que tu racontes ou pas. Donc c'est sûr que, voilà, c'est quand même plus difficile d'écrire un bouquin. Maintenant, moi, je te dirais que la plus grosse difficulté, elle est presque psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a un truc que j'ai du mal à gérer. Enfin, du mal à gérer, ça va, hein, mais c'est le fait d'avoir. Enfin, ça m'embête de pas finir ce que j'ai commencé dans la foulée. C'est-à-dire que vraiment, moi, je travaille toujours d'une traite, de manière générale. C'est même à l'époque où j'étais étudiant, tu vois, mon mémoire, la partie historique, j'ai fait 30 pages en une nuit, quoi. Tu vois, je m'y suis mis à 20 heures et j'ai terminé à 7 heures du matin le lendemain. J'aime pas en fait ne pas pouvoir poursuivre ma pensée parce qu'il y a un truc où globalement je prends pas vraiment de notes, j'ai pas de trame, j'ai pas de plan, je commence à écrire et puis j'écris d'une traite en fait de manière générale. Et c'est sûr que bon là sur des articles, j'ai fait un volume d'articles, de brèves et tout, à mon avis on doit approcher des 5 chiffres. Donc du coup en fait je le fais en plus quand tu as bossé tu vois, pour l'AFP, c'est de l'agence, tu es obligé d'écrire dans la minute. Enfin voilà, c'est un truc très naturel où finalement, j'ai pas besoin de réfléchir, ça vient dans la seconde. Là, quand tu te dis que, bah, tu vas pas pouvoir finir toute ta partie en un jour et bah, tu t'arrêtes, mais c'est une frustration de s'arrêter. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter, donc du coup, je pouvais faire des sessions d'écriture de 5, 6, 7, 8, 9 heures et le lendemain, tu reprends et en fait, bah, j'arrive pas à reprendre, quoi. J'arrive plus à me remettre dans l'état d'esprit de la veille et des fois, franchement, je fixais pendant, 1 heure un document Word, alors que je me disais: «Si j'avais continué la veille, bah, j'aurais pu continuer», enfin voilà, jusqu'à être, complètement, plus lucide du tout. Donc c'est vraiment ce truc-là qui, moi, m'a embêté et pour le troisième bouquin, je crois qu'il y a une partie que j'ai écrite alors je l'ai dû la réécrire ensuite, mais que j'ai écrite, je crois que c'est le chapitre sur, il me semble que c'est celui sur Cruyff que j'ai écrit en une fois, en fait, où j'ai dû commencer, je sais pas, à 15 heures et terminer à 6 heures du mat. Enfin vraiment, un truc où j'ai écrit je sais pas, une trentaine de pages bouquin d'un coup. Et c'est vrai que bon, ces pauses-là sont pas forcément faciles à gérer. Des fois, j'ai l'impression que c'est limite une autre personne qui reprend l'écriture par rapport au truc précédent. Parce qu'encore une fois, comme je te dis, tu vois, j'ai pas de trame, j'ai pas de bullet points, tu vois, donc je sais pas exactement sur ce que j'allais dire, alors que la veille, ça pouvait me sembler naturel. Maintenant, pour moi, un bouquin, en tout cas tel que je les écris, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas sur de la littérature, je fais pas des romans. C'est pour moi, c'est juste un article où tu prends des détours. C'est au lieu de faire un TGV, Paris-Lille en 1 heure, tu prends ta voiture, tu prends les petites routes de Picardie, tu vas voir les paysages des villages et cetera. Tu décris les villages. Au final, tu pars du même endroit et tu arrives au même endroit, mais juste, tu vas beaucoup plus décrire et tu vas beaucoup moins aller, vraiment à l'essentiel. Tu vas pouvoir te permettre de densifier. Mais, c'est un exercice différent, mais tu vois, j'ai pas eu l'impression de devoir apprendre vraiment à écrire de manière purement littéraire, sachant que comme tu le vois là dans ce podcast, je peux être extrêmement bavard et je le suis aussi à l'écrit, donc c'est pas si difficile pour moi de faire des digressions, faut juste réussir à les cadrer, quoi. Et quand tu fais un bouquin à plusieurs mains, comment vous êtes organisé pour, la segmentation, des différents chapitres, l'organisation, on va dire, la définition déjà des chapitres, la segmentation de qui va prendre telle partie et qui était
le maître entre guillemets, le gestionnaire de projet pour s'assurer que, un tel rendait sa partie dans la timeline qui était, définie et qui faisait un peu le timekeeper par rapport au timing que vous étiez, accordé avec, les échéances qui étaient peut-être fixées par l'éditeur. Alors, dans le moi je vais name dropper, les bons et les mauvais élèves puisque, de toute façon, ils savent qu'ils sont bons et mauvais élèves, donc ils vont pas le découvrir en m'écoutant. Très clairement, le bon élève, mais je pense que tous les gens qui l'ont croisé, dans leur vie le savent, c'est Julien Maumont qui, aujourd'hui est l'un des responsables, du club du Havre, en foot, mais qui, voilà, qui a fait, énormément de choses, présenté des émissions télé et cetera. Et lui, c'est vraiment la personne que j'ai vue dans ma vie qui travaille le plus. Donc lui, il pouvait se faire des journées entières de boulot et de dormir que 3 heures parce qu'il continuait à préparer le bouquin 1 an avant la date de sortie. Donc lui vraiment, en fait, tu vois, on écrit à 4 mains, mais en fait on écrivait à 5 parce que lui il écrivait des 2 quoi. Donc il fallait limite, freiner pour pas qu'il fasse, 50 du bouquin et c'est lui qui honnêtement sur le volume d'entretien, il faisait beaucoup plus que nous parce que nous on attendait, il nous disait: «Bah en fait, j'ai eu machin et machin aujourd'hui, j'ai machin demain». Donc bon, c'est là-dessus, ça facilitait les choses, même si parfois tu peux presque te laisser un peu porter, quoi. Il faut aussi, sur le premier, je pense qu'on s'est peut-être un peu sur le troisième aussi. Enfin, en tout cas, il y a des moments où on a presque pu un peu trop se reposer sur lui, comme dans des exposés en groupe. Tu te reposes un peu sur le bon élève qui est déjà très content enfin, qui est très content de faire son truc et qui te demande pas forcément d'aide. Donc, pour le coup, Julien était quand même, plus c'est quelqu'un d'extrêmement structuré, extrêmement, on va dire scolaire, mais dans le bon sens du truc, pas dans l'écriture, parce qu'il est très inventif mais dans le côté, je fais des fiches, je mets des horaires, je fais des tableaux Excel pour savoir qui fait quoi, et cetera. Alors que nous, on était un petit peu plus artistes, quoi, sur la gestion du truc et Philippe et moi, ou Gilles et moi, on était assez cadrés et moi, sur les derniers encore plus, c'est-à-dire que vraiment j'avais tout rendu, des semaines avant. Raphaël, par contre, lui, un petit peu plus, dernier moment et a bossé dans l'urgence et bon, il y a un bouquin, on a rendu alors c'est 12 heures, hein, c'est pas la fin du monde, mais on l'a rendu 12 heures en retard parce que il terminait des trucs dans la nuit en fait et du coup on a relu un petit peu sa partie dans l'urgence alors que tout était bouclé depuis un moment. C'est lui où il fallait un petit peu pousser. Je pense que bon maintenant il est plus dans le journalisme, maintenant il est dans le coaching, il est à l'OL, mais c'est je pense un truc qui, peut-être le fait d'être un peu plus jeune, d'être un peu plus, freestyle, je sais pas. Je pense que maintenant il l'aurait moins, mais voilà, lui il fallait un petit peu le pousser, mais sinon de manière générale, c'était assez facile voilà, sur l'organisation, on était assez autonome, sur ça et puis sur la segmentation, heu, les livres s'y prêtaient plus ou moins. C'est-à-dire que les entraîneurs révolutionnaires, chacun globalement faisait, 2 entraîneurs et puis enfin, tu vois, tu faisais ta partie de A à Z et c'était réglé et chacun se concentrait sur un truc. Sur les autres livres, c'était un petit peu plus, des sous-chapitres. Dans tous les cas, les chapitres, sauf très rares exceptions, on les écrivait seuls de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, toi tu fais le début de la partie sur les coups de pied arrêtés, moi je fais la fin, toi tu fais le début de l'entretien ça, moi je fais la fin. Par contre, on pouvait écrire des parties s'appuyant sur les entretiens faits par d'autres. C'est-à-dire qu'on mettait le verbatim entier d'entretien dans des Google Docs et ensuite chacun piochait et ensuite barrait les parties qu'il avait utilisées pour les moments où il pouvait en avoir besoin. Là où c'est vraiment ultra collectif et où je pense que c'est la preuve qu'on n'a pas, je pense, un si gros ego que ça dans l'écriture, c'est que tout ce qui était mis était donc mis dans un Google Doc et tout le monde avait la liberté de se corriger en fait. Et c'est-à-dire vraiment, Julien était celui qui corrigeait le plus et il y a des parties qu'il a ratiboisées de A à Z et en fait, on regardait même pas ce que l'autre avait corrigé, qu'on la mettait dans le Google Doc, je sais pas 6 mois avant, si c'était fini 6 mois avant et chacun repassait, des fois changeait une formule et cetera et personne disait: «Ah, t'as changé ci, t'as changé ça». En fait, moi, j'ai aucune idée de ce qui a pu être changé dans mes textes, quoi. Je repassais pas vraiment dessus, enfin, plus avec le souvenir de ce qui était écrit en version bêta et il y a vraiment des choses qui ont été, retravaillées, complètement, il y a des, passages qui ont dû être écrits, 4 fois par 4 personnes différentes, en fait et le tout, voilà, je te dis vraiment sans que ça ait une seule fois, a priori, créé de Mmh, tension, quoi. bah, très bien et au niveau aussi des bouquins, sur, presque tous les bouquins, si je dis pas de bêtises, sauf le dernier, vous avez, des invités de marque au niveau des préfaces. En l'occurrence, Christian Gourcuff sur les 2 premiers et Omar Da Fonseca sur l'Odyssée du 10. Comment s'est fait la connexion avec, ces personnes, et est-ce que ça a été compliqué ou pas de les convaincre
de faire la préface? Non, ça a été très simple. Je t'avoue que Christian Gourcuff, je sais même plus, ça devait être via Julien. Bon, c'est toujours pareil, c'est au début, on n'avait pas trop de contacts, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entretiens au fur et à mesure des bouquins, parce qu'après, bon, Julien, en plus, voilà, enfin, il croisait les coachs sur les plateaux, il finissait par être, et puis même nous, on finissait de manière générale par un plus gros carnet d'adresses et le plus identifié. Donc, a priori, le premier, ça aurait dû être le plus compliqué, mais je crois que ça s'est fait assez facilement. Tu vois, le fait que je m'en souvienne plus vraiment, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu de péripéties. Il me semble qu'en fait, l'idée, c'était de l'avoir pour un entretien, qu'on lui a proposé la préface et qu'il a dit: «Bon, OK, je suis chaud, quoi». Sachant que bon, vu qu'il avait fait la première, il savait ce que c'était, il savait ce qu'on faisait. Bon, du coup, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, avant d'être un habitué, tu l'es pas, donc au début, il faut faire un peu tes preuves, quoi. Donc c'est sûr que sur le premier, des gens te font pas forcément confiance, pas lui, mais je veux dire, voilà, tu peux se dire, oula, qui sont ces gens, quels sont le produit qu'ils vont proposer. Une fois que tu en as fait un, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile parce que tu as ce truc-là un peu en étendard où tu peux dire, bah, j'ai fait ça, donc a priori, je peux vous garantir que ça sera traité d'une certaine façon. Je pense que c'est ça qui a pu convaincre Omar Da Fonseca. Je pense que là, c'était très simple aussi. On est passé par l'attaché de presse de Bein. Et puis, voilà, ça s'est fait. En fait, on l'a fait en entretien, on l'a retranscrit. Alors que Christian Gourcuff, il me semble qu'il l'a écrit, tu vois, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que Omar Da Fonseca, c'est plus, on lui a dit comment ça allait finir, mais voilà, c'est plus un échange où ensuite on retranscrit ça sous forme de préface, alors que Christian Gourcuff, il me semble que vraiment, il nous a envoyé un document Word par mail, mais je crois vraiment qu'on l'avait contacté par mail et qu'il nous avait répondu de façon très simple, comme si c'était un mec lambda avec une adresse Orange ou autre. Enfin, tu vois, vraiment un truc assez classique. Et voilà, de façon, voilà, finalement très, très simple et très cool parce que je sais pas si ça te fait vendre plus, etc., mais ça t'offre quand même une légitimité, ça t'offre aussi un regard, quoi. C'est toujours bien de pas être juste nous, entre journalistes, mais d'avoir l'avis, alors soit d'un ancien joueur, quoi, comme Omar Da Fonseca, soit vraiment d'un pur coach comme Christian Bah, ce Gourcuff. qui est intéressant, moi, dans le choix des préfaciers, c'est que ben, vous abordez des sujets tactiques. Vous avez un des pontes français de la tactique qui vous... ben, pour moi, préfacer, c'est un peu... donc tu cautionnes et tu valides un peu le travail qui est réalisé derrière. Et au niveau de l'Odyssée du 10, c'est plus on va dire, une aventure et une plongée un peu romantique. Et avec les envolées lyriques d'Omar Da Fonseca, ça donne un peu plus de piment au bouquin. Donc, je trouve que les profils matchent complètement avec les sujets que vous traitez dans les bouquins. Je t'avoue, bon, c'est gentil, je t'avoue qu'il y a une vraie réflexion sur le truc. Tu vois, à la limite, il y a des interviews qu'on fait, on se dit, bon, on verra si ça nous sert, mais voilà. Pour le coup, la préface, c'est écrit sur la devanture du bouquin, quoi, sur la couverture, donc du coup, t'es quand même, tu peux pas te gourer. C'est sûr que si tu fais préface par, bon, rien contre lui, mais si tu fais un bouquin tactique par Pascal Duprat, qui est plus identifié comme étant un coach coup de gueule, coaching par les mots, quoi, plutôt que vraiment la précision tactique, bah, c'est sûr que ça peut un peu brouiller le message. Là, on se disait, soit on a personne, soit on a quelqu'un qui renforce un petit peu la légitimité et qui, comme tu disais, quoi, appuie un petit peu en forme de caution, caution expertise pour le propos qui va être développé ensuite. Au niveau de l'aventure aussi littéraire, donc tu m'as dit que c'était, bon, en termes de timeline, il y avait un des bouquins où ça a été un peu, «hors délai» entre guillemets, mais de pas beaucoup. Tu te souviens un peu de la durée d'écriture, entre, le go de l'éditeur et la date, à laquelle il fallait rendre le manuscrit, pour les dernières relectures et mise sous presse? Généralement, c'est entre 6 et 12 mois. Il me semble que c'était un petit peu plus, pour l'Odyssée du 10, parce qu'il y avait le Covid notamment. Donc voilà, ça chamboulait un petit peu les choses, certaines sorties reportées. Ça nous a arrangé, enfin ça nous a permis de bosser encore plus et puis bon, ça nous faisait aussi un truc, pour nous occuper, pendant le Covid quand on n'avait pas de boulot et moi pas de salaire en tant que pigiste. Donc voilà, c'était quand même un truc qui nous arrangeait bien. De mémoire, on va dire que le premier, je pense qu'on avait vraiment du temps pour le faire, mais qu'on a trop pris le nôtre et que du coup, en fait, tu vois, c'est le truc un peu classique où tu as 12 mois pour faire un truc, mais tu le fais dans les 3 derniers, quoi.
Donc au final, on nous aurait donné 3 mois, je pense qu'on aurait fait à peu près la même chose. Enfin, les 9, voilà, c'est un peu à la louche, hein, mais tu vois, je pourrais raconter une histoire en disant: «Ah, les 9 premiers mois, c'était pour maturer un peu le truc, pour se pencher». Non, en fait, on n'a rien réfléchi du tout. Je veux dire, il y a pas eu forcément d'avancée psychologique entre le moment où on nous a dit bon, top, et vraiment le moment où on s'est lancé dans l'écriture. Et pour te dire, on a même rajouté le chapitre sur les coups de pied arrêtés, je pense une semaine avant de le livrer, quoi. Genre une semaine ou 4 jours avant de livrer, Julien se dit mince, on parle pas des coups de pied arrêtés. Et en fait, il rajoute tout un chapitre de 15 pages vraiment au dernier moment. Donc ça prouve quand même que le truc était pas non plus hyper bien balisé. Le, les entraîneurs révolutionnaires, lui, a été fait un peu dans l'urgence, j'ai l'impression. Enfin, dans l'urgence, mais ça, c'était pas le plus dur. Enfin, à partir du moment où c'est très segmenté sur un entraîneur, tu fais 20-30 pages par entraîneur. On va dire ta matière, elle est assez définie, quoi. Les frontières de ce que tu dois dire sont assez claires. Donc du coup, ça, j'ai l'impression que franchement, en 2-3 mois, il était fait. Alors, est-ce qu'on a passé aussi 2 mois à rien faire? C'est possible. Mais voilà, le troisième, je te dis, bon, c'était beaucoup plus long et c'est un projet où on a pris beaucoup de détours, à mon avis un peu trop. Mais on a eu le temps de faire un projet très abouti, encore une fois, presque trop, mais peu importe. Et le dernier, c'est celui qui était le plus clair. Je pense qu'en gros, on a eu 6-7 mois et on a bossé vraiment 6-7 mois et on a vraiment fait le truc. En gros, le quatrième, je vais pas te faire le topo, c'est le bouquin de la maturité, mais c'est en tout cas celui où globalement, on savait exactement ce que c'était, on savait exactement ce qu'on allait faire, on savait exactement le temps que ça allait prendre. Et à peu de choses près, on a tous fini nos parties un mois avant la fin, quoi. Et sans se précipiter, sans avoir à changer de choses au dernier moment. Donc ce truc-là était quand même l'exercice, on va dire, le plus cadré sur le fait de se dire bon, le bouquin ressemble à exactement ce qu'il aurait dû être, et pas bah, si on pense pas à ça, le bouquin est totalement Et je différent, me quoi. permets aussi un peu de reformuler. J'ai l'impression que les différents bouquins et les éléments que tu as pu décrire, l'Odyssée du 10, c'est celui qui, si vous le referiez aujourd'hui, c'est celui peut-être où il y aurait plus d'ajustements que vous apporterez dans le bouquin. Je me trompe ou pas? Non, non, non. Et c'est en fait l'Odyssée du 10, c'est une frustration. Mais en gros, pour essayer de te l'expliquer de façon un peu, parce que c'est un peu difficile, tu vois? En gros, on le livre, on est hyper content du truc, on se dit, c'est, pas notre chef-d'œuvre, tu vois? Mais en gros, on fera jamais mieux, quoi, tu vois? On se dit: «On a eu, je sais pas, 90 intervenants, on a exploré, des sujets, vraiment, on est parti dans plein de sens». Et même s'il y a pas que ça, tu écris quand même pour être lu. Et en librairie, autant, voilà, il y en a qui ont très, très bien marché, autant celui-là marche pas tellement. C'est-à-dire, il est rentable, tout ça, tu vois, mais par rapport, tu vois, à nos standards, entre grosses guillemets, hein, mais bon, c'est encore aujourd'hui, c'est celui qui a fait le moins de ventes, alors que c'est celui sur lequel on a le plus bossé. Donc, mine de rien, tu sais, t'as un peu cette dichotomie, quoi. Tu te dis, le premier, pour nous, c'est un peu le moins abouti. En tout cas, voilà, il est fait un peu à l'arrache. Les deux tiers des citations, on les a agrégés plutôt que récupérer nous-mêmes. Enfin, tu vois, il y a un truc journalistiquement, t'es quand même plus frustré quand tu cites machin qui l'a dit dans Marquin que quand il te l'a dit à toi. Et on se dit, merde, finalement, le public est pas venu. Et ou en tout cas, pas autant que on aurait aimé. Et encore aujourd'hui, enfin, même, tu vois, dans les classements, enfin voilà, dans les retours qu'on peut avoir, on nous parle quasiment tout le temps du premier. Et le premier est même plus apprécié que le troisième. Et je me dis, bah mince, enfin, objectivement, il est moins bon, quoi. Et en fait, je pense que dans ces moments-là, en tout cas je, confond la quantité de travail avec la qualité du produit. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a fait un peu, alors la comparaison va faire rire parce qu'elle a pas vraiment de sens, mais tu vois, Daft Punk, pour leur dernier album, ils voulaient absolument avoir les instruments d'époque et les trucs. Et finalement, ils ont mis X années pour faire, parce qu'ils voulaient exactement le studio, le truc, le subwoofer, le machin. Il fallait que tout soit comme d'époque pour avoir le son d'époque. Et en fait, je pense que personne à part eux sait qu'il y a le son d'époque. Tu vois, à part quelques psychopathes, je veux dire, les gens, tu l'aurais fait façon classique et ça t'aurait pris 3 mois, le rendu aurait été le même. J'ai l'impression que nous, il y a un peu ça, quoi. On a tellement voulu faire le truc un peu définitif, le truc un peu ultime, qu'on est parti dans trop de directions. On est allé dans un truc presque trop expert. Alors d'un côté, je pense qu'on en est très fier, mais de l'autre, en fait, j'ai l'impression que c'est un livre limite Ouais. expérimental, quoi. Tu vois, comme des albums de musique expérimentale qui vont presque trop loin. Et tu te dis, en fait, fais le même bouquin, trouve-toi une ligne directrice à un vrai angle.
et emmerde-toi un peu moins et du coup, tu seras aussi un peu moins dans l'attente que tout le monde te dise que c'est un truc exceptionnel, Et quoi. moi, de mon point de vue, et c'est hyper un peu, enfin, intéressant ce que tu viens de préciser, c'est que je pense que le premier, il a mieux marché parce qu'il était peut-être plus grand public et à un moment où les gens ils attendaient peut-être une offre pour enfin, décortiquer quelques clés du jeu, tu vois. Donc le fait qu'on soit un peu plus sur quelque chose de niche, sur un poste précis, ça, du coup, ça, normalement, ça doit attirer quand tu es un amoureux du jeu pour prendre le bouquin, parce que voilà, il y a le côté numéro 10, c'est un peu on va dire comment dire, je trouve pas l'expression, on va dire le point névralgique, ton magicien, ton ce que tu veux, c'est le profil qui vient bonifier ton jeu. Et là, avec le premier bouquin, c'est un peu plus généraliste, donc je pense que ça a pu plaire à des personnes, à un public plus large. Je ne sais pas si c'est le retour que vous avez, peut-être des personnes qui étaient peut-être pas forcément au départ à fond dans le foot, qui se disent ben, peut-être que ça va me donner quelques clés pour comprendre un peu ce sport. Ouais, complètement, en sachant que, tu as la réflexion malgré tout, enfin, il y a une part qui t'échappe, en fait. C'est-à-dire, tu sais, a posteriori, tu te dis: «Oui, on a fait le bon bouquin au bon moment». Le premier au moment où on le fait, on se dit pas que ça va marcher et tu vois, au moment où on fait l'Odyssée du 10, on se dit que ça va Mmh, marcher. Enfin, tu vois, tu sais, il y a tu vois, on a, à partir du moment où tu te lances sur un truc qui vraiment te prend un temps, colossal, enfin, vraiment un bouquin, c'est un temps démesuré. À chaque fois, on se dit, Ça va marcher parce que ci, parce que ça». Là, je pense que le titre, était peut-être un peu trop cryptique, le jeu de mots, OK, mmh, Odyssée d'Ulysse, mais tu vois, même t'arriver, moi, ça m'est arrivé, pour le coup, d'aller en bibliothèque et de le demander. En fait, les gens comprennent pas ce que tu dis, parce qu'en fait, l'homophonie est tellement enfin, ouais, voilà, on te dit, bah, l'Odyssée d'Ulysse, enfin, on comprend pas du 10. Il y a un truc comme ça un peu chiant et je pense qu'en fait, le titre est pas hyper transparent, quoi. Tu sais pas exactement où ça va, ce que ça veut raconter. Et alors, je dis pas qu'il fallait faire un titre, le numéro 10 est-il mort, tu vois, mais en tout cas, sur le premier, t'as quand même globalement, tu sais ce que tu vas lire. Sur le troisième, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai que voilà, le premier a trouvé son public. En fait, après coup, on se rend compte que oui, en fait, ce bouquin n'avait jamais été vraiment écrit en français et que présenter les postes, les systèmes, les trucs, ce que nous on faisait un peu de façon mmh, diffuse au fil d'articles, de faire vraiment une anthologie, de tout compiler. Bah, c'était une idée géniale de notre éditeur, hein, je le dis plus facilement que c'est pas la nôtre. Mais tu vois, le fait de se dire qu'encore aujourd'hui, on en vend, je sais pas, quelques milliers par an, ça me semble absurde et je me dis: «Putain, waouh, bravo à nous!» mais c'est fou parce que ça, c'est pas notre idée. Les suivantes, c'est presque plus nos idées et en fait, ils ont marché, hein, mais tu vois, moins. Alors que le premier, c'est un peu un happy accident, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que le premier peut être et a priori le plus grand public, quoi. On a essayé de retrouver un peu cette formule mmh. sur le quatrième en ayant aussi un titre assez proche, comment regarder, comment gagner, mais je pense qu'il y a plus de gens qui veulent les regarder que de gens qui veulent les gagner, même si, enfin, des supporters, tu peux essayer de savoir un peu comment une équipe gagne, mais c'est sûr que tout le monde regarde des matchs de foot, tout le monde n'a pas envie de les gagner parce que voilà, l'aspect gagné, ça peut être un petit peu plus ciblé dans le sous-texte pour les techniciens, les coachs du dimanche ou du samedi. Donc oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Et le 10 c'est extrêmement, extrêmement ciblé et méritait peut-être pas de faire 500 pages comme on l'a fait, parce que bon, on a quand même fait 4 fois 500 pages, ce qui renforce l'idée que je disais que, alors on est à 3 ou 4, donc ça dilue quand même un petit peu voilà, le nombre de signes que chacun écrit. Mais quand je disais que c'est énormément de travail, c'est d'autant plus de travail quand tu fais un bouquin de 500 pages par rapport à si tu en fais un de 120 qui est un petit peu plus facile à faire, même seul. Et au niveau justement dans les 4 bouquins, est-ce que, il y a une, difficulté, qui t'a marqué, et que tu as gardé en tête et comment tu as pu la surmonter? Heu, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des moments où en fait, j'avais du mal à reprendre le fil, quoi, finalement. Bon, il y a aussi, les moments où, bah, en fait, on a fait tellement d'interviews, c'est-à-dire que je te disais, les bouquins font 500 pages. Pour l'Odyssée du 10, je pense que le verbatim des interviews en fait 700. En tout cas, il fait plus
que le bouquin. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qu'on a eu 3 heures en entretien, on a gardé une phrase dans le livre, quoi. Donc il y a quand même, voilà, choisir c'est renoncer. Il y a des fois, on avait des super trucs, mais c'était dit par quelqu'un d'autre ou on savait pas où le foutre. Et en fait, bah, mine de rien, c'est quand même une frustration et parfois on met plein de déclats et puis on se dit: «Bah, non, enfin, il faut qu'aussi qu'on parle nous, on va pas juste faire, ouvrez les guillemets», voilà. Donc il y a des fois ce truc-là quand même qui était pas si, c'est une difficulté sans en être une, quoi, mais c'est quand même un truc qui conditionne l'écriture. Après, vraiment la plus grosse difficulté dont je me souvienne, c'est pas l'écriture, c'est la relecture, avant impression. C'est-à-dire que tu envoies ton texte, ensuite, l'éditeur, t'envoie, bon, bah, l'éditeur a fait ses propres corrections, enfin voilà, et il t'envoie les dernières épreuves et ensuite toi tu dois valider avant l'impression et donc tu te dis franchement, à ce moment-là, moi, j'en viens souvent à être un peu dégoûté du produit, quoi. C'est-à-dire, dégoûté, voilà, c'est le côté, c'est trop, quoi. Tu sais, tu en fais limite une overdose. C'est-à-dire que, tu l'as écrit, tu as corrigé, machin, tu l'as relu X fois, tu l'as relu avant envoi et là, il te le renvoie et en fait, tu relis un truc qui est à 99 identique, mais tu dois quand même vérifier que les modifs ont été, faites, enfin voilà, qu'il reste pas d'erreur, quand on n'a pas rajouté. Enfin, tu vois, il peut arriver plein de trucs, tu vérifies tous les schémas et généralement, c'est un truc que tu fais un petit peu dans l'urgence et moi, je sais que pour le quatrième là, le dernier, Comment gagner un match de foot, la relecture, était vraiment sur un timing très short, de quelques jours et c'était au moment où je terminais un équipe explore, donc c'est un long format, ça a été un peu cuté, mais j'avais fait genre 80 000 signes, c'est publié à 60 000 signes, mais bon 60 000 signes, voilà, ça fait à peu près 40 pages de bouquin, quoi. Donc vraiment un truc qui m'avait pris beaucoup de temps, que j'avais fait en solo, en plus de mes piges, et cetera. Donc c'est vraiment un moment où, tu vois, je pouvais, dans la même journée, faire une émission de télé le matin, un podcast le midi, bosser sur l'équipe Explore l'après-midi, un article pour Eurosport ou Le Monde, et cetera, un peu plus tard et ensuite relire le truc. Enfin, à un moment, tu as ton cerveau qui avait vraiment du mal à compartimenter tout et à basculer de l'un à l'autre et en fait, je vais pas m'inventer, une proximité avec le burn-out, j'en sais rien, en fait, hein. C'est un truc, ça te tombe dessus, tu peux pas savoir si tu en étais très loin, tu étais juste fatigué ou bah, si tu en étais proche et en fait, tu jamais su que tu étais, que tu proche de craquer. Mais je dormais, assez peu la nuit, je rêvais un peu de tout ça et je sais que la dernière relecture avant l'envoi, je me suis dit: «Il faut absolument que je le boucle aujourd'hui, après il faut que j'arrête». En gros, je me suis dit: «Allez, un dernier truc» et ensuite je rends tout. Franchement, les rendus étaient limite au jour près, par rapport à l'explore et en plus, c'était la première fois que je bossais pour l'équipe, tu vois? Donc tu vois, il y avait aussi cet enjeu-là de l'autre côté. C'était pas juste un petit article, voilà, il y avait aussi pour moi un gros enjeu sur ce que je faisais en parallèle. Il me semble avoir lu les 500 pages d'une traite, avec, en plus, c'est de la relecture, enfin, c'est de la lecture, mais c'est de la relecture. C'est-à-dire, tu étudies vraiment enfin, tu photographies des mots, tu dois vraiment repérer la moindre virgule qui est pas bien placée, la moindre faute d'orthographe. Ça m'a pris, je sais pas, 12 heures de suite peut-être et je sais qu'à la fin, j'étais en crise de rire nerveuse, vraiment à me rouler par terre, quoi. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux de rire, j'étais en train de enfin, ma compagne me dit: «Tu en train de péter les plombs, quoi». C'était extrêmement gênant mais par contre après voilà, j'ai complètement coupé, j'ai rien fait pendant quelques jours et puis voilà, ça allait. Mais ce moment-là, je me suis dit, «Waouh», Ouais. tu vois, nerveusement, je sentais que ça commençait à lâcher et après, tu es content de faire les interviews pour la promo du bouquin et une fois que les interviews sont finies, limite, tu veux plus en entendre parler et moi, ce bouquin, je l'ai rouvert, je sais pas 6 mois ou 1 an après, quoi. Tu vois? Parce que, bon, c'est bon, je l'ai livré, c'est fini maintenant que «le monde» entre guillemets s'en empare. Mais moi, cet objet-là, j'ai besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, quoi. Et justement, au niveau des entretiens, parce qu'il y en a énormément qui sont hyper intéressants et enrichissants, pardon, que vous avez réalisés. Heu, Quels sont, enfin, on va dire, peut-être pas ton top 3 mais la rencontre et l'échange, qui t'a le plus marqué, si tu devrais en ressortir un? Alors ça sera pas forcément la personne la plus prestigieuse, sachant que bon, je suis pas celui qui a fait le plus d'entretiens et qu'il y en a beaucoup qui sont faits par téléphone, donc du coup, tu vois, le téléphone, c'est toujours, spécial, c'est-à-dire qu'il y a un côté où tu connais pas la personne, tu dis: «Il faut réussir à briser la glace», tu vois, des fois, je dis n'importe quoi, mais tu vois, tu as le chat qui miaule à côté, donc du coup, tu dis: «Mince, faut pas non plus que je passe pour un pimpin avec quelqu'un», enfin voilà, faut que rester crédible. Enfin, tu vois, des fois, il y a des trucs un peu de: «Faut pas que le réseau saute, faut bien que je réussisse ma prise de notes». Donc je sais que ce truc-là, tu vois, c'est autant du
plaisir que du stress, quoi, parfois. Juste de se dire bien retranscrire. Bon, maintenant, c'est un peu plus facile avec le logiciel, mais à l'époque, ça l'était un petit peu moins. T'avais pas tous ces trucs d'IA, etc. Donc, je dirais, l'une de mes rencontres en présentiel, c'est Jean-Carl Tonin. Alors, ça va pas forcément parler aux gens à Lens, mais c'est en gros un recruteur historique de Lens, notamment la personne qui a recruté Raphaël Varane quand il avait 9-10 ans, quoi. Et qui a, bon, il les a pas tous repérés, mais il suffit de voir le centre de formation de Lens et tous les gens qui ont fini en équipe de France ou autre pour savoir que voilà, il y a quand même cette vraie culture-là de la formation. Et ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que bah, il m'a accueilli au centre d'entraînement et que j'ai passé une demi-journée avec lui dans son bureau, etc. Que j'ai vu, c'était un jour où il y avait une journée de détection avec des gamins. Et au final, j'ai utilisé évidemment des parties de ce qu'il m'avait dit pour la partie former le 10, hein, dans le bouquin sur le 10 et du 10. Il m'expliquait un petit peu comment repérer un 10, comment former un joueur pour être numéro 10, etc. Mais on va dire que 80% des échanges, sachant qu'en plus mon enregistreur avait à moitié pété, donc il y a une partie que j'ai perdue et qui a jamais fini dans le livre, et que voilà, il y a des trucs, c'était hyper intéressant, mais en fait, je me souviens plus de ce qu'il m'a dit. Donc, dans le doute, je vais pas l'écrire parce que je me souviens pas de la formulation exacte. Mais ça continue à m'accompagner, si tu veux. C'est-à-dire des choses. Il y a certains avis footballistiques qui étaient des avis et qui maintenant sont des convictions et qui ont été forgés par cet échange-là, quoi. Tu vois, quand quelqu'un qui a 40 ans dans le métier, ou je sais pas combien, 30 ans, mais en tout cas qui a une vraie expérience, te dit, bah, moi, dans les années 90, les défenseurs, c'était les mecs les plus costauds qui mettaient des coups d'épaule, et on leur demandait pas de jouer au foot, on leur demandait juste voilà, d'être bon dans le duel, machin. Et aujourd'hui, n'importe quel défenseur, et on le voyait parce qu'il y avait les gamins qui le faisaient à côté à 9 ans, n'importe quel défenseur central fait des transversales millimétrées de 50 mètres, et que le mec t'explique vraiment, en gros, j'entends la notion de le football est peut-être moins bien maintenant, mais il dit on recale aujourd'hui des joueurs qui auraient été des superstars il y a 20 ans, et que globalement le niveau technique est complètement ahurissant dans le foot actuel. Je veux dire, ça forge ta conviction que le c'était mieux avant, et peut-être un truc systémique, mais pas forcément de l'individualisation. Quand tu as quelqu'un qui te dit, bah moi mon job c'est d'observer des gamins, et les gamins sont infiniment plus forts aujourd'hui, et de dire, bah Zico dans le foot actuel, pour raison X ou Y, aurait du mal à passer pro, à faire une très grosse carrière, quoi, tu vois. Alors après, on peut discuter de plein de choses, mais cet avis-là, ensuite, je l'ai fait corroborer par d'autres. Et en tout cas, voilà, c'est cet aspect de terrain. Voilà, ça me marque, hein, donc encore une fois, parce que j'y étais, il faisait grand soleil et tout, c'était cool de voir un petit peu quelle est une journée de détection, mais aussi parce que ça dépasse le simple cadre du livre. En fait, il y a des choses, j'ai juste fait pour le livre, j'ai raccroché, bon bah voilà, je me dis, j'ai ce qu'il me faut, hop, pas besoin de faire plus, j'ai ma demi-heure, et puis basta, je vais pas faire plus parce que ça sert à rien. Là, vraiment, j'étais hyper content de passer cette journée sur des installations Ouais, à la j'imagine. Gaillette. Une vraie immersion au plus proche avec un bel expert. On peut que ressortir grandi de cette expérience. Donc, bah, ça devait être pas mal. Du coup, je vais te poser quelques petites questions en lien avec les différents bouquins que vous avez réalisés. Je vais commencer sur un petit bloc sur les coachs. Et justement, la première, c'est quel est l'entraîneur qui t'a mis la plus grosse claque tactique? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué et qui te marque encore aujourd'hui? Alors, de quelqu'un que j'aurais vu en télé, ou que j'aurais interviewé, ou dont j'aurais lu le travail, ou Alors c'est vraiment un ressenti personnel et subjectif, donc du coup, je vais plutôt opter la version, vue en télé ou que tu as pu voir en vrai, voilà, du «vécu» entre guillemets. ouais, 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 parce que c'est vrai que, enfin, disons, il y a des en fait, le truc, la question entretien, elle serait liée au nombre d'entraîneurs qu'on a interrogés. Mais en fait, je viens de te dire, ça c'est vraiment la version, c'était pas la question posée, mais disons n'importe quel entraîneur, enfin pas n'importe quel entraîneur, mais la plupart des entraîneurs de foot pro en fait te mettent des baffes très facilement, et te rappellent très facilement ta place dans la hiérarchie et dans la connaissance. Parce qu'en fait, bon, ça me frustre toujours que l'expertise en télé, sur l'aspect soit consultant, soit les réponses aux interviews, reste souvent en surface, alors qu'il y a plein de gens, en fait, où tu leur parles 3 minutes, tu comprends pas la moitié de ce qu'ils disent, et en fait, tu comprends que le job de coach est quand même, voilà,
nécessite quand même une expertise que même en tant qu'observateur, on est très loin d'avoir. Donc c'est vrai qu'en fait, n'importe quel coach, je veux dire, Peter Zeidler, Alain Casanova, Olivier Deloglio, enfin voilà, tous ces gens-là, tu dis, bon, ok, c'est quand même très très fort. Pierre Sage, enfin, voilà, tous les gens qu'on a pu avoir quand ils étaient au top, pas au top, peu importe. Mais voilà, mais devant la télé, c'est une réponse un petit peu hipster, enfin Mhm. semi-hipster. C'est-à-dire que c'est grand public parce que Guardiola, mais hipster parce que c'est Guardiola avec la réserve du Barça. Match, donc quand on a c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus marqué dans le foot et c'est vraiment l'un de mes grands combats. Quand tous les gens, enfin grand combat sans parler, mais quand tous les gens disent oui, Guardiola, il a pris directement le Barça, du coup c'est facile, machin. Bah moi, pour avoir vu la plupart des matchs de la réserve en D4 coaché par Guardiola et avoir vu beaucoup de matchs d'époque de très très haut niveau, j'ai vu un truc que j'estime assez dingue de voir une équipe de D4 qui relançait au sol en prenant tous les risques depuis le gardien et vraiment le foot qu'on a retrouvé ensuite, Barça, AA, machin, et qu'on retrouve maintenant un peu partout, il est parti de là en D4, et vraiment pour avoir vu toutes les grosses équipes cette saison-là et les saisons précédentes, il n'y en a aucune qui jouait comme ça, malgré tous les noms, on dit ouais, putain, incroyable, Milan, Sidorf, Rui Costa, Kaka et tout, ça jouait pas comme ça allongeait depuis le gardien, etc. Donc c'est vraiment ce truc-là, donc de la D4 avec Busquets et Pedro qui la D4 monte en D3, ils sont promus et ces joueurs-là ensuite sont ramenés en équipe première par Guardiola alors qu'on leur donne a priori aucun grand avenir au club. C'est alors vécu a posteriori du coup, hein, c'est-à-dire que c'est pas ah, je vois un truc et je suis subjugué comme j'ai pu avoir avec du Klopp ou autre à Dortmund. Là c'est vraiment a posteriori où en fait tu te refais tout le truc et tu te dis mais ouais, je comprends que Cruyff, que les décideurs du Barça lui aient donné sa chance en équipe première en ayant vu ça en D4, parce que vraiment, il y avait une idée radicale, et encore une fois, d'autant plus radicale que c'était à un petit niveau et que ça sortait un petit peu de nulle part. Donc voilà, je te réponds Guardiola, Très Barça 2. bien. Et maintenant, sur un côté un peu plus historique, ton top 3 des coachs révolutionnaires, peut-être un de ceux que vous avez évoqués dans votre bouquin, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas été repris dans le livre. Alors, c'est pas pour juger ce qu'on a écrit et voilà, mais non, mais en fait, je vais 100% citer des gens parce que le bouquin Oui. est sorti il y a pas si longtemps et j'ai pas vu de choses. Tu vois, j'ai pas de regrets sur la sélection qu'on a pu faire. D'ailleurs, tu vois, à chaque fois que je vois les interviews de Capello ou autres qui citent un peu leurs entraîneurs révolutionnaires, ils citent à peu près jamais quelqu'un n'ayant pas figuré nous dans notre shortlist. Donc, tu vois, là-dessus, tu vois, autant pour l'Odyssée du 10, il y a peut-être des choses qu'on ferait différemment, autant pour celui-là, vraiment la shortlist, je trouve que voilà, en tout cas, je suis en phase avec ce qu'on a pu faire à l'époque et je vais être d'autant plus en phase avec ce qu'on a fait à l'époque que je vais citer les deux que j'ai écrits intégralement et un où j'ai coécrit, c'est-à-dire, sachant que c'est à chaque fois la même idée du foot, hein, c'est Rinus Michels, Cruyff et Guardiola, quoi. Donc le football total de l'Ajax des années 70 et des Pays-Bas Ouais. 74. Bon, Michel se barre après la première Ligue des Champions, donc limite le football total, la moitié c'était plus lui qui était coach, mais donc voilà, le truc original. Ensuite, le remix par Cruyff au Barça dans les années 90 et un peu à l'Ajax avant. Et ensuite, le remix par Guardiola depuis les années fin 2000, début 2010, 2020. Donc vraiment, je suis 100%. En fait, effectivement, Herrera, révolutionnaire à sa façon. Mais dans mes convictions de foot qui sont quand même Mm. plutôt offensives, parce que je regarde du foot pour passer un bon moment, et voilà, et ça reste, même si c'est mon travail, enfin, faut que ça soit quand même une forme de loisir. Je te cite trois entraîneurs qui sont pour moi les trois qui ont révolutionné le jeu offensif en tirant à peu près le même fil. Et voilà, c'est la même ligne directrice de trois coachs passés, passés par le Barça. Et voilà, pour le coup, je me suis attribué dans le bouquin ce que j'appréciais, quitte à envoyer les autres un petit peu au casse-pipe sur des parties peut-être un petit peu Ok. moins sexy. Et si on passe à l'époque contemporaine, toi, quels sont les trois coachs que tu recommanderais entre guillemets à quelqu'un qui aime cet aspect tactique et qu'il faudrait suivre de près parce que dans un moyen court terme, ça va exploser.
Alors, il y en a 2, je suis sûr. Après, j'ai fait quand même un peu du grand public, hein. Le troisième, soit je fais valeur sûre, soit je fais bluff. Mmh. Donc en gros, le premier c'est Iraola à Bournemouth qui est quand même, bon, c'est un peu le Bielsa, pas moderne parce que Bielsa est encore là, mais un peu 1.1, 2.0, où en tout cas il y a vraiment cette notion d'intensité énorme, de pressing tout terrain, d'énormes prises de risques avec des résultats à l'avenant. Donc vraiment, je suis curieux de voir ce que ça peut faire à un niveau supérieur. À voir d'ailleurs si est-ce que c'est faisable ou pas, hein. Est-ce que tu peux faire courir comme des tarés des joueurs qui sont un petit peu plus référencés? Ça, c'est un autre problème. Ensuite, Sébastien Honest de Stuttgart, sur lequel ça pour le coup, j'avais déjà un regard, enfin voilà, ça m'a tout de suite interpellé. Quand il avait pris Hoffenheim à l'époque, j'avais pas trop compris pourquoi ils s'en étaient séparés. D'ailleurs, depuis, les résultats sont pas incroyables. Et à Stuttgart, bon, voilà, il y a quand même eu une participation en Ligue des Champions, il y a des vrais résultats. Là, on est sur un truc peut-être un petit peu plus positionnel, un petit peu plus classique, on va dire, sur le côté façon de jouer Guardiola, quoi. Il y a un peu moins de prise de risque, mais il y a quand même cette notion sortie de balle propre, pressing, voilà, que je demande à voir à plus haut niveau, même si ouais, je milite pas pour que tous les coachs aillent à chaque fois voir plus haut, tous les grands joueurs, enfin tous les bons joueurs aillent toujours voir plus haut. C'est bien aussi qu'il y ait des équipes entre guillemets moyennes, qu'il y ait des super coachs qui du coup, voilà, ça permet de rivaliser avec les équipes bonnes qui ont des coachs mais un peu plus médiocres. Mais c'est sûr que voilà, tu as toujours cette interrogation de te dire qu'est-ce que ferait tel entraîneur avec du meilleur matériel. Et c'est vrai que Stuttgart a quand même un côté très sympa à suivre. Et après, c'est soit je dis Hurtzler, le coach de Brighton, alors qui a eu fait une ou deux dingueries Mmh. cette saison sur le plan tactique, qui a pris une ou deux branlées, mais qui sinon, il me semble, face à Nottingham, je crois qu'il doit en prendre 7. J'étais devant le match, c'était un petit peu bizarre. Il avait que des attaquants, pas de milieu de terrain. Enfin, mais c'est un mec qui est à peine trentenaire et qui est mi-pragmatique, enfin voilà, qui est dans l'adaptation. Donc on peut appeler ça du pragmatisme, mais des fois, il y a quand même des convictions qui peuvent être offensives. En tout cas, voilà, c'est un coach qui est encore en formation, où il y a des bonnes idées, mais au final, ses résultats sont pas forcément moins bons que ceux de Zerbi avec la même équipe. Et il avait fait monter Sampaoli. Donc voilà, c'est à voir un petit peu quelle direction sera prise. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il s'adapte pas mal au matériel qu'il a. Est-ce que ça sera quelqu'un qui sera toujours dans cette adaptation-là, façon un peu Ancelotti, ou est-ce qu'il va vraiment devenir dogmatique? Parce qu'au début, il me semblait avoir certaines idées sur les transversales, certaines sorties de balles, on fixe pour ensuite fixer, renverser, etc. Qui ensuite il a un peu moins fait, ça s'adapte un peu plus à l'adversaire, même s'il y a toujours cette volonté de provoquer le hors-jeu. Donc bon, ça c'est le truc semi valeur sûre. En tout cas, tu peux être à peu près persuadé que vu son âge, il ira voir plus haut. Si je bluffe complètement, je te dis Arda Turan, mais j'ai jamais vu son Mmh. équipe jouer. Mmh. Je sais juste qu'il l'a fait monter et que là, il est quatrième, en championnat turc au moment de l'enregistrement de cette émission avec Eyüp Spor, j'espère bien prononcer. Donc bon, je sais qu'il est assez courtisé, mais je peux pas te faire d'analyse tactique sur la façon dont ça joue. Et juste une petite mention pour mon coup de cœur de la saison, qui est Luis Castro, l'entraîneur de Dunkerque. Alors j'ai des attaches amicales sur certaines personnes à Dunkerque, donc du coup, voilà, ça m'a d'autant plus interpellé le travail et la façon de jouer de Dunkerque, mais vraiment, c'est assez fou sur la volonté de toujours relancer au sol, vraiment de bien jouer au foot et de mettre tout le temps l'adversaire hors jeu. Pendant la plupart de la saison, c'est l'équipe dans le monde qui provoquait le plus de hors jeu, même plus que le Barça. Vraiment une énorme prise de risque et qui est en complète surperformance, qui a fait trembler le Mmh. PSG en coupe, mais pas que, quoi, qui joue la montée en Ligue 2. Et vraiment, bon, je vais pas te faire tout le truc super mec et tout. J'ai un peu cet avantage, entre guillemets, de connaître un peu les coulisses de son fonctionnement à Dunkerque, mais formateur en Youth League, qui a gagné la Youth League, qui a formé pas mal de joueurs maintenant référencés, comme les Neves, comme les Ramos, enfin Gonzalo Ramos. Et voilà, qui est jeune Quadra, donc à voir aussi lui ce qu'il donnera, même si j'ai envie qu'il reste un petit peu du côté de Dunkerque pour faire Bah, on progresser cette espère équipe. pour tous les aficionados de l'USL Dunkerque. USLD, voilà, VSLD, que ouais. ça puisse se concrétiser et qu'il y ait une belle fin heureuse parce qu'on a un beau projet dans le nord de la France et si pour une fois on pourra avoir
une valorisation, on va dire une sanction sportive positive sur d'un projet ambitieux, ça pourrait peut-être aussi donner des idées à pas mal de personnes. Au niveau du 10 maintenant, est-ce que tactiquement, c'est un peu souvent on va dire un éternel recommencement entre guillemets. Est-ce que tu penses qu'un jour, ou à moyen terme, le prochain coup tactique, c'est de réinstaller un 10 ou il faut vraiment que je fasse le deuil du 10 qui me tient à cœur et que malheureusement je vais plus trop le revoir? Alors tu vois, sur ça, je sais pas si je m'inscris en faux, mais je pense que c'est plus compliqué que la disparition du 10. Je pense qu'une certaine idée alors je prends oui, les gens à la lecture du bouquin parce qu'ils n'auront pas forcément, la réponse, enfin, elle sera un peu, disséminée au fur et à mesure des pages, pour moi, il y a plus le 10 lent, très clairement le 10, ou alors si, mais il joue numéro 6 quoi, tu vois? C'est Jorginho, même si Jorginho joue plus trop, mais en tout cas, tu vois l'idée, de ce profil un peu à la Kimmich, quoi. Mais disons le 10 qui, façon Riquelme, quoi, tel qu'on l'imagine, en tout cas pour les gens de ma génération, notre génération, quoi, globalement, qui ont pu voir jouer Riquelme. Je pense que ce 10-là est mort, et qu'il est mort pas en tant que joueur de foot, mais en tant que numéro 10, quoi. Je pense qu'il peut tranquillement jouer devant la défense, envoyer des transversales, mais pas plus s'il n'est pas explosif. Quand je regarde un peu partout en Europe, je vois quand même du Cherki, du Bruno Fernandes, du Florian Wirtz, du Jamal Musiala. Et je me dis que ces joueurs-là, en fait, on oublie parfois qu'ils sont des 10 parce que, en fait, bah, Cherki, il peut jouer la moitié du temps sur le côté. Alors, parfois pour des raisons plus utilitaires qu'autre chose, mais voilà, qu'un Bruno Fernandes peut jouer dans les deux du milieu parce qu'il peut avoir ce volume de jeu et faire 12 bandes par match. Qu'un Wirtz ou un Moussiala peuvent jouer sur l'aile, même si c'est pas forcément leur poste de prédilection dans le demi-espace, et avoir voilà, un truc très virevoltant où tu dis, ouais, c'est presque plus un ailier qui joue dans l'axe qu'un 10. Mais pour moi, tu vois, je ne leur vois pas, un Wirtz, je ne vois pas moins de créativité que les grands 10 du passé. Et mine de rien, tu vois, un Maradona aussi avait le côté, enfin, tu vois, Maradona jouait comme Messi ou Messi jouait comme Maradona. Mais il y avait ce côté finalement, où est-ce que c'est un 10, un 9, un 9,5. Platini aussi, hein, si tu relis les archives, moi j'étais pas né, mais il y avait ce côté, est-ce que c'est vraiment un 10, est-ce que c'est pas un 9,5, ce qui marquait énormément de buts. Donc tu vois, je veux dire, ce débat sur le 10 a beaucoup existé, et je sais pas si finalement il a vraiment déjà existé un numéro 10 absolu où on se dit ah tiens lui c'est le 10, parce qu'il y avait plein d'interprétations, même Pelé, voilà, c'est un 10, mais en fait est-ce que c'est vraiment un 10, Di Stefano, est-ce que c'est vraiment un 10, parce que les mecs pouvaient jouer un coup numéro 8, un coup numéro 9, Cruyff pareil, enfin bref. Donc je pense encore que si tu parles vraiment du meneur de jeu axial créatif, ça existe encore. Si tu me parles du chef d'orchestre positionné entre les lignes, entre le milieu de terrain et la défense adverse, là, c'est plus compliqué parce que je pense que les responsabilités sont beaucoup plus diluées aujourd'hui, quoi. C'est vraiment pas comme l'équipe de France d'époque où tu vis et tu meurs par Zidane, où tu as les porteurs d'eau, tu as Deschamps qui va tout ratisser, Vieira, Makelele, Petit, peu importe, Carambeu, qui vont lui filer les ballons, et ensuite lui qui doit créer. Dans tous les cas, le mec le plus créatif du monde aura quand même besoin un peu de fausses pistes parce que sinon il va être marqué par deux joueurs, trois joueurs, et il pourra pas exister. Mais je pense quand même que aujourd'hui, il existe des mecs qui ne sont pas moins doués et ne sont finalement pas moins 10 que ceux du passé. Et même, j'ai envie de dire, si tu mets Bellingham dans le foot d'il y a 15 ans, est-ce qu'il ressemble pas un peu à Mmh. Kaka, tu vois? Alors je sais que je vais faire hurler des gens, tu sais, mais sur le côté très, enfin, tu vois, Kaka, tu le revois jouer. Moi, j'ai quand même, pour le coup, j'ai quand même cette confiance-là dans mes propos, que j'ai revu beaucoup de matchs a posteriori avec un regard tactique et pas l'émotion du moment, c'est complètement décorrélé du résultat. Kaka savait dribbler, mais il était hyper vertical, il mettait des coups d'épaule de l'espace et puis il allait casser les lignes. Je veux dire, il est sans doute plus créatif que Bellingham, mais je veux dire, dans 3 ans, est-ce que Bellingham joue pas à peu près comme le Kaka d'époque? Et vraiment, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont péter un câble. Regardez les matchs du Kaka d'époque, il faisait pas non plus que des passes pétant 5 lignes, et Bellingham n'est pas juste un mec qui fait des courses, quoi. Donc je pense aussi que parfois on peut idolâtrer, un petit peu fantasmer le passé. Et je suis vraiment pas un mec qui est tout pour le foot d'aujourd'hui, etc. Moi, mon joueur préféré, c'est Laudrup des années 90.
Enfin voilà, au Barça, donc il y a pas, et mon foot préféré, ça doit être celui de Cruyff au Barça, donc vraiment il y a pas, au-delà de celui de Guardiola. Donc il y a vraiment pas une idéalisation du football actuel qui, à pas mal d'égards m'ennuie, mais je trouve qu'il y a encore des joueurs un peu frissons qui endossent un petit peu ce Et costume. petite transition, pour, le dernier, le dernier bouquin que vous avez livré, justement au niveau de la, heu, est-ce qu'on tombe pas dans l'hyper, analyse, hyper, préparation, hyper, dataïsation du football qui va peut-être brider davantage, la créativité des joueurs et du coup, moins de liberté parce que tu dois faire, l'appel à l'instant T en fonction du mouvement de ton coéquipier et du coup, entre guillemets, tu te brides parce que si tu veux pas te mettre ton coach sur le dos et deux, toi, en termes de data, il faut que tu aies des bonnes data, donc prends pas trop de risques parce que derrière, ça peut te jouer des mauvais tours. Ah, pour moi, très clairement, la créativité, elle est aujourd'hui encadrée et ce qui m'emmerde le plus dans le foot actuel, et je le dis, j'ai d'autant plus de plaisir à le dire que, bah, je suis le premier à dire que Guardiola, est peut-être le plus grand révolutionnaire de l'histoire du foot, voilà. Mais franchement, le football où c'est, jeu de position pour ensuite, mettre, Doku ou autre, mais en tout cas, Doku est celui le plus symbolique à mon sens, en un contre 1, pour pouvoir dribbler. Mais pourquoi est-ce qu'on fait toute cette phase préparatoire? Parce qu'en fait, le dribble dans une certaine zone est l'action la plus facile à défendre ensuite. C'est-à-dire que sur la contre-attaque, c'est en fait maintenant les phases de possession sont pensées pour comment gérer la possession suivante qui ira à l'adversaire, tout ce qui est marquage préventif, etc. Et globalement, tu penses autant à pas te déstructurer en possession qu'à déstructurer l'adversaire. Et c'est vrai que ce truc-là de se dire, bah, en gros, Doku, s'il passe, bon, on a une occasion. Et s'il passe pas, en fait, tout le monde est hyper bien positionné, donc on va récupérer la balle dans les 3 secondes, parce que lui, il suffit qu'il chasse un peu, en fait, tous les partenaires de l'adversaire seront marqués. Ce football-là est hyper intelligent sur le point de vue de l'anticipation, mais il m'emmerde un peu, quoi. Donc oui, effectivement, il y a l'aspect data qui aide pas parce que, enfin qui aide pas. Disons qui renforce ce truc parce que tu sais globalement un peu comment gagner un match de foot sans paraphraser le titre, mais tu sais globalement que si tu contrôles telle zone du terrain, que si tu tires X fois plus de l'adversaire dans tel truc, enfin, globalement, il y a quand même des métriques qui peuvent un petit peu objectiver la notion de victoire. Donc du coup, c'est sûr que si le football, c'est uniquement arriver d'une certaine façon dans les 30 derniers mètres et ensuite on improvise, bon, il y aura quand même du coup cette notion d'improvisation qui fait que les joueurs hyper talentueux vont faire la différence. Mais en fait, tu vas quand même vite t'emmerder parce que ça sera toujours la même personne qui recevra toujours le même ballon dans la même zone. Et bon, il y aura pas forcément la prise d'initiative de. Enfin, tu vois, même les longs ballons, maintenant, aujourd'hui, un défenseur qui allonge, si c'est pas prévu dans le plan de jeu, il se fait engueuler par le coach, quoi. Et si tu vois vraiment une équipe de Guardiola où les défenseurs, où le gardien fait plus de 2-6 mètres long, tu sais que ça a été prévu en amont. Donc d'un côté, c'est hyper intéressant parce que tu essayes de réfléchir à pourquoi ça a été pensé comme ça. Mais en fait, ça fait quand même une mécanisation du foot. Et effectivement, ça le rend d'autant plus analysable. Et bah, moi qui aime bien analyser les choses, tu vois vraiment là où est le job du coach et de l'analyste. Mais c'est sûr que si tu veux de la fantaisie, de la magie, dans le foot, il y en a quand même de moins en moins parce que la créativité, elle est vraiment faite sous contrainte, quoi. Et du coup, pour, la suite, est-ce que, c'est une idée qui est sur la table de reprendre, «la plume» entre guillemets ou, vous vous dites, «On a 4 bouquins, on pense qu'on a tout dit et on va rester sur ces notes positives»? Alors jusqu'à il y a peu de temps, je t'aurais dit que la plume était posée définitivement. Là, je vais Mmh, rien t'annoncer, mais l'avis n'est plus exactement le même d'accord, c'est plus aujourd'hui. aussi Donc tranché donc je vais pas je vais pas mmh, promettre un truc, même si c'était le cas, je le dirais pas parce que j'aime bien l'effet d'annonce de juste dire: «Tiens, mmh on a fait ça, voilà». Je déteste le teasing, c'est-à-dire même, genre même quand j'écrivais, il y avait, 4 personnes qui étaient au courant que j'étais en train d'écrire un bouquin, quoi. Vraiment, j'aime bien le côté, tu sais, bosse dans ton coin et ensuite, livre ton truc, mais tu vois, j'aime pas que les gens me disent: «Ah alors, tu fais quoi?» Faire monter mmh. l'attente, le buzz, quoi. C'est un truc, ça aide sans doute pas la communication autour des trucs, mais en tout cas, voilà, c'est ma façon de voir les choses.
Mais c'est sûr qu'en fait, Julien et Raphaël étant maintenant, dans le monde du foot à des très bons postes, ils sont plus dans le monde journalistique, ils vont plus écrire de bouquins, sans doute de leur vie. En tout cas, c'est pas du tout le chemin, qu'ils ont emprunté. Donc je me retrouve un peu seul avec, potentiellement Gilles, qui a fait un Mmh. roman de son côté et potentiellement, Philippe, donc qui ont participé à l'écriture de livres auparavant. Je sais que j'aurais du mal à me lancer dans un projet seul, parce que j'ai quand même un boulot hyper prenant et bah, voilà, je me sens pas d'assumer tout seul un truc qui est quand même un enfin voilà, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais plus ça pour la reconnaissance. Enfin voilà, faut quand même, y trouver ton plaisir, juste dans la démarche en tant que telle et pas juste dans les éventuels gains que ça pourrait t'apporter, soit financiers, soit de reconnaissance, soit de carrière. Donc voilà, il faut trouver un truc à dire, il faut trouver une personne avec qui le faire, il faut trouver un éditeur pour le publier. Mais on va dire, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et d'être cramé, et cetera. Là, depuis que j'ai des congés, par exemple, parce qu'en tant que pigiste, j'avais jamais le jour de congé, je me dis que pourquoi pas, ça peut être un truc, mais il faut que ça reste du plaisir. Si c'est pas du plaisir, je me lance pas. Heu, mais heu, mais ouais, je me dis pourquoi pas. Là, franchement, je commence à Ouais, être un mais peu chaud pour me dire de retrouver un petit peu ce bah, très bien, frisson-là, bon, quoi. on va suivre ça de près et puis, si en espérant que l'idée qui te permettra de reprendre la plume, arrive, assez vite. Au niveau maintenant, reco, quels sont pour toi, les 3 livres de sport que tu citerais pour, à une personne qui souhaiterait soit reprendre la lecture, soit, chercher un bouquin, à à lire, on va dire à l'orée des congés estivaux qui sont une bonne période pour emporter des bouquins avec soi, pardon, en vacances. Alors, ça va partir un peu dans plusieurs directions, sans que j'ai écouté, la plupart, des émissions, précédentes et j'ai vu que j'étais pas le seul, enfin Elton notamment était parti dans des directions aussi avec des bouquins en langue étrangère. Alors d'abord, je vais te dire alors c'est un truc, enfin, je sais pas si c'est forcément, ça répond forcément à ta question de quelqu'un qui doit reprendre Mmh. la lecture ou autre. Mais voilà, c'est des recos un Ouais, peu ouais. en vrac sur, plusieurs angles. Je te dirais le match de football télévisé de Jacques Blosizewski. Alors la prononciation, faite au mieux. Alors c'est un livre qui est, qui a bien vieilli, mais qui doit être lu, à l'aune de la période à laquelle il a été écrite. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de parler de l'impact potentiel de la vidéo, et cetera. Mais c'est un bouquin qui date de 2007. Donc très clairement, l'arbitrage vidéo n'existe pas, mais c'est, la façon dont le match, dont la réalisation télé impacte les avis et finalement un angle plutôt qu'un autre, ça va changer l'avis qu'on peut avoir, et cetera. Et globalement, c'est le bouquin qui m'a convaincu, que l'arbitrage, vidéo était une vaste blague et depuis 2007, je suis, 100 contre l'arbitrage vidéo et persuadé qu'en fait, voilà, les caméras, déforment, le regard du spectateur et enfin du téléspectateur et qu'en fait un réalisateur télé a beaucoup Mmh. trop d'influence. Alors aussi sur, la façon dont on individualise le sport, les gros plans, enfin pas mal de choses, voilà, qui m'embêtent, la façon dont les matchs sont filmés. Et pour le coup, faudrait que je le relise. Je l'ai pas lu depuis quelques années. Mais à mon sens, l'illusion de l'arbitrage vidéo qui est dénoncée là-dedans et comme quoi il y aurait au moins autant de polémiques parce on serait amené à dissecter et disserter des angles un petit peu subjectifs, bah, elle est encore valable. Là, quand tu Ouais. vois Derby, ouais, la SSE, ça parle juste du choix de langue et que si l'angle pris est peut-être un autre, et ben sur l'arbitrage vidéo, bah, peut-être qu'il y a rouge plutôt que jaune. Et enfin voilà. Et en fait, tous ces trucs-là sont abordés dans ce livre-là. Donc c'est footballistique, mais c'est aussi un truc un peu plus. Enfin, ça prend aussi de la hauteur sur limite de la partie cinématographique, quoi. Tu vois, l'aspect réalisation qui est quand même assez intéressant. Le deuxième, je te dirais, alors j'ai hésité à prendre un truc très hipster, mais je prendrais un truc assez grand public, entre guillemets, c'est Johan Cruyff, Jenny Pop et Despot Charles Gainsbourg. de Sheriff Gaymour qui est,
je sais pas si ça doit être mon bouquin préféré sur Cruyff. Le truc, c'est que j'en Mhm. ai lu au moins 15, dont certes pas mal en anglais, et cetera, parce que c'est un personnage, qui me fascine et ses mémoires sont hyper intéressantes. Mais voilà, ce bouquin aborde, énormément de choses. Alors, si t'es pas intéressé par Cruyff, ça peut enfin, si tu pas du tout le personnage, ça peut être un peu rebutant. Mais je trouve vraiment que qu'il y a à la fois un discours, limite sur, les années 70, et cetera, sur quand il était joueur, voilà, il y a l'aspect biographie, personnalité, mais il y a aussi du foot, il y a aussi de l'analyse, il y a aussi, voilà, un rapport à limite au rock à l'époque, enfin voilà, la ville d'Amsterdam, la mentalité des Pays-Bas. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et le dernier, c'est un truc un peu plus rigolo, c'est en anglais. Je pense pas que ça a été traduit. Je te dis ça sans avoir vérifié, mais ça s'appelle Basketball and Other Things. Donc c'est le basket et d'autres choses, de chez Serrano. Chez Serrano, qui est un. Alors c'est un bouquin, je crois que ça a été euh, comment ça s'appelle, best-seller du New York Times, il me semble. En tout cas, chez Serrano est un mec qui a fait plusieurs best-sellers New York Times, qui écrit sur le sport, qui écrivait notamment pour The Ringer. Mais c'est le sport façon pop culture, façon très rigolote, quoi. C'est très second degré. Et c'est-à-dire, c'est un livre alors qui aborde, notamment, il a fait un bouquin sur le rap que je trouve vraiment excellent, où il fait où pour chaque année, il fait un peu la chanson emblématique. Alors, le rap n'étant même pas forcément ma musique préférée, quoi, mais vraiment, enfin, en tout cas, pas le rap post 98-2000. Mais ce bouquin, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et là, sur ce livre-là, globalement, il fait des classements, des listes. Il dit, je sais pas moi, quelle serait la draft de personnages de fiction s'il y avait une draft NBA. Genre Air Bud, il est 24e derrière un mec qui joue dans tel film. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça rigolotes. Il y a son classement des dunks étant les plus irrespectueux, quoi, c'est-à-dire parce qu'ensuite il a pointé du doigt. Et c'est un truc très second degré, très rigolo, qui honnêtement montre aussi, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire, mais que je ne sais pas faire, très clairement, être précis, mais aussi rigolo, quoi, c'est-à-dire vraiment parler d'un sport, mais en prenant un angle qui te permet voilà, d'aborder des trucs très pop culture. C'est que Bill Simmons Mhm. aussi faisait ça à l'époque, quand il écrivait. C'est un truc, voilà, que je sais pas faire, mais que je prends beaucoup de plaisir à lire, et d'autant plus, je pense, que je ne sais pas le faire. C'est à la limite, si je me dis j'aurais pu écrire l'article, pas dire que ça m'emmerde, mais je me dis, bon, ok, si j'aurais dû avoir l'idée, j'aurais fait la même chose. Autant là, c'est les cas de lecture où je suis assez fasciné, parce que je me dis, waouh, tu vois, comme Antoine Blondin qui était cité par Elton, ou pareil, c'est des trucs que je saurais pas faire. Bah voilà, cet aspect assez rigolo. Je trouve que ça donne aussi de la légèreté au sport, et ça fait du bien, moi qui suis le premier à écrire des choses assez sérieuses Et en sur le plus, football. je regarde là le bouquin, et belle iconographie avec des illustrations un peu à la façon comics. Ils sont pas mal, donc ça permet d'habiller le bouquin comme il faut. Oui, Et, c'est ça. Ouais. dernière question, quel autre auteur souhaiterais-tu entendre dans ce podcast, et pour quelle raison? Alors, je vais rester. C'est un truc un peu famille, entre guillemets. Mais je vais te dire Jérôme Lata, qui est le fondateur des Cahiers du foot. C'est vrai que bon, je l'ai pas dit tout à l'heure dans mon parcours, mais je me suis plus ou moins occupé, alors sans avoir le statut de rédacteur en chef, mais plus ou moins occupé de la gestion des Cahiers du foot pendant quelques années, quoi. De l'editing des articles, etc. Un petit peu de la gestion quotidienne purement éditoriale. Et bah, si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu le blog des managers, et du coup, il n'y aurait pas eu toute l'aventure littéraire derrière. Donc, je veux dire, si lui me publie pas mon premier texte, m'en demande pas d'autres, et voilà, si on rentre pas en contact, et qu'ensuite il me fait pas confiance pour cet aspect éditorial-là, que j'ai fait aussi un petit peu avec Julien Maumont et Raphaël pendant une époque, bah voilà, ça reste quand même un déclencheur. Donc merci à lui pour ça sur un plan humain. Et puis au-delà de ça, c'est quand même l'une des rares personnes en France qui écrit sur l'aspect sociétal du foot depuis X temps, quoi. Les cahiers, ça a une vingtaine d'années, je ne sais même plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais 28 ans, quelque chose comme ça, 27 ans. Et il a jamais dévié de sa ligne de conduite. Bon, il a perdu la bataille, hein, puisqu'il a toujours dénoncé la Mm. financiarisation du foot, la prise d'importance des intérêts économiques au détriment du terrain, etc. Mais voilà,
c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit d'articles, mais qui a aussi écrit le livre Ce que le football est devenu, qui est un très bon bouquin, donc qui en plus a cet aspect, tu vois, ça serait pas pour toi un hors-série journaliste qui te parle de son rapport à la lecture. C'est aussi quelqu'un qui a écrit, qui a pris cette cape d'écrivain en solo. euh, et, euh, et voilà, je pense que moi, j'en parle pas de ces thèmes-là, ça me tient à cœur, mais je suis pas compétent et finalement, ça me tient pas suffisamment à cœur pour en faire mon cœur de métier, entre guillemets. Mais j'admire en fait d'autant plus quelqu'un qui toute sa vie professionnelle presque aura porté ce combat pour la reconnaissance des supporters, pour les petits clubs, pour les stades, pour l'économie durable du foot en tant que tel, et pour pas les voilà, pour en gros tout l'inverse de Mm. ce qui est devenu ce sport aux enjeux colossaux. Donc c'est bien, je pense aussi, d'avoir des voix discordantes, et notamment discordantes de la mienne, dans un écosystème foot où on parle de plus en plus de gros sous, d'enjeux, de qualification pour ci ou pour ça. Très bien, bah on va tenter notre chance auprès de Monsieur Lata pour pouvoir enregistrer un numéro avec lui, puisqu'il a fait pas mal de bouquins et ça peut être, comme tu le dis aussi, un deux en un, hors série et mise en valeur du travail réalisé. Donc on va tenter notre chance. Il est très Ok. sympa en plus, donc ça va être super. Bah, très bien. Bon, bah, on va essayer d'autant plus. En tout cas, un grand merci Christophe pour l'échange. Pour moi, c'était vraiment, comme je le dis, hein, pour moi, vous nous avez gratifié de très très bons bouquins. Je les mets toujours dans mes petits threads de recommandations et je les appelle le carré magique de la littérature footballistique parce que pour moi, c'est vraiment des must-have et qui se complètent. Il y a une chronologie et on va dire un peu un process qui est vraiment pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas, je pense que tous ces bouquins sont encore disponibles et pour toutes les personnes qui sont amoureuses du ballon-pied, c'est des objets que vous devez avoir dans votre bibliothèque et si vous n'avez pas de bibliothèque, ce sera l'occasion de commencer votre petite bibliothèque footballistique avec ces beaux bouquins.